Bonjour les terminales, nous nous revoyons aujourd'hui pour la suite du chapitre 17, transmission d'informations et numérisation d'informations. Donc nous sommes dans le chapitre 17. Nous avons vu la dernière fois le transfert d'informations entre émetteur, récepteur et la chaîne de transmission. Nous allons voir aujourd'hui la numérisation d'un signal analogique. Pour ce faire, c'est numériser, déjà de comprendre ce que veut dire le mot numériser. Numériser, c'est transformer un signal continu. Donc là, on voit à gauche une fonction du temps qui varie de manière continue. Donc elle va prendre un ensemble de valeurs ici. Et en fait, il va falloir qu'on arrive à numériser, c'est-à-dire à rendre lisible par l'ordinateur ce signal. Donc on va le rendre numérique en donnant des informations à l'ordinateur sous forme de tension en fonction du temps. Et en fait, la numérisation, c'est cette opération-là. Bien évidemment, il existe des critères de numérisation comme la fréquence d'échantillonnage, la quantification. Plus on va avoir un signal qui va s'approcher du signal original, c'est-à-dire que plus on va avoir d'informations et plus la numérisation sera bonne. Mais bien évidemment, si on apporte beaucoup d'informations, on va avoir un dossier qui va être très lourd. Donc c'est là qu'il va falloir comprendre et faire des choix sur la numérisation. Alors, les choix, c'est effectivement l'échantillonnage. En d'autres termes, la valeur, donc là vous avez en rouge la valeur du signal analogique. Et on va échantillonner, différentes valeurs sur ce signal analogique, des valeurs qui semblent être représentatives de son évolution. Chaque valeur est séparée d'une période ou, de l'inverse, d'une fréquence d'échantillonnage. Et cette fréquence va avoir donc une influence sur le profil obtenu après numérisation. Si on a une grande durée entre deux échantillons, la fréquence va être petite. Si on a une durée beaucoup plus courte, petite, on va avoir une fréquence d'échantillonnage beaucoup plus grande, c'est qu'on va avoir plus de valeurs pour le même temps. Alors voici deux courbes à comparer. Dans la première courbe, donc, on a utilisé une petite durée entre deux échantillons. Donc c'est-à-dire que pendant toute cette durée-là, on considère que cette valeur est égale. Et à la durée suivante, on va prendre une valeur qui va être au plus près de la courbe rouge, la courbe analogique, je vous rappelle, ici. Et on va pouvoir suivre l'évolution de la courbe rouge à l'aide des valeurs bleues, qui est la numérisation du signal. Si on prend une durée plus grande entre deux échantillons, on va se retrouver avec quelque chose qui va moins suivre le profil du signal analogique. Et donc on va avoir moins d'informations effectivement numérisées, mais on va avoir quelque chose qui sera moins fidèle. Donc on dit alors que la fréquence d'échantillonnage est faible. Il y a un théorème qui existe dans la numérisation qui indique donc qu'il faut que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure au double de la fréquence maximale du signal. Bien sûr, ça peut se traduire en période. Alors pour comprendre, effectivement, là on a un signal périodique. Ce signal périodique est donc caractérisé par sa période, ici. Si on prend effectivement quelque chose qui va correspondre à la moitié de sa période, on va pouvoir arriver à suivre l'évolution des variations du signal analogique. Si on prend quelque chose qui est supérieur à la période, ici, on voit bien qu'on n'arrive pas à suivre les évolutions, ce qui veut dire que cette ligne numérisée ne correspond pas ni à la valeur supérieure, ni à la valeur inférieure. Donc bien comprendre que ceci est une mauvaise numérisation, alors que ceci est une bonne numérisation, qu'à limite où la fréquence est égale à 2 fois la fréquence maximum.
On peut se positionner dans le cas de sons audibles. On sait que les sons audibles sont audibles jusqu'à 20 kHz. Donc le choix de la fréquence d'échantillonnage d'un morceau de musique sera de 40 kHz, soit 2 fois 20 kHz. D'ailleurs, dans la norme CD audio, c'est 44,1 kHz pour avoir toutes les fréquences des sons numérisés. Dans la téléphonie, le son est filtré, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les fréquences. Et donc on a des fréquences qui sont comprises entre 300 Hz et 3000 Hz. Donc la fréquence d'échantillonnage sera aux alentours de 4 kHz au minimum. Et pour le cas d'une téléphonie normale, ça fait 8 kHz comme choix. Ainsi, là, on vous donne plusieurs exemples de fréquences d'échantillonnage. Dans le cas donc d'un CD audio, nous l'avons vu, DVD, téléphonie, radio numérique. Alors, comprendre ici, effectivement, on a deux signaux, d'un son grave et d'un son aigu. Et autant le son grave va être numérisé, mais effectivement, le son aigu, s'il se trouve avec une fréquence très élevée et que la fréquence d'échantillonnage ne suit pas effectivement la règle, on va se retrouver avec une numérisation avec un seul signal qui ne représentera pas les variations du signal aigu. Donc la fréquence il peut éliminer des informations, surtout pour les hautes fréquences. Deuxième point de numérisation, la quantification. Pour parler de quantification, donc, on va parler des valeurs de l'amplitude du signal. Donc ces valeurs, elles sont exprimées en bits. Et ici, on va plus se positionner donc sur cet axe-là. En fin de compte, on va se positionner sur l'axe des ordonnées. Donc quand on parle de quantification, en fait, c'est de savoir combien de graduations on va mettre sur cet axe-là pour pouvoir échantillonner, encore une fois, le signal analogique. Donc bit, c'est un chiffre binaire entre 0 et 1. Pour comprendre, effectivement, on peut écrire en 2 bits, codé en 2 bits. Ça veut dire qu'on va avoir 4 valeurs possibles. Ces 4 valeurs possibles, ça va être donc 4 graduations sur l'axe des ordonnées, comme je viens de vous l'expliquer. Si on est en 3 bits, on va se retrouver avec 8 valeurs possibles. Donc ça veut dire 8 marches d'escalier, si vous voulez, sur l'axe des ordonnées. Et avec 4 bits, donc on va pouvoir écrire, vous l'avez compris, il y a une règle, 2 fois 10 puissance 4, c'est-à-dire 16 valeurs. Donc, avec n bits, on peut écrire n à la puissance 2 valeurs possibles. Ce sera le nombre de valeurs qui va effectivement graduer l'axe des ordonnées. Ensuite, on peut vous parler de l'octet. L'octet est en fait un ensemble de 8 bits. Alors ici, un exemple de 8 bits d'une valeur décimale. Allons-y. Faisons la traduction. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà faite en ISN. Et donc ça fait 178 pour comprendre effectivement. Donc la traduction ici des 8 bits suit cette règle pour obtenir le chiffre 178. Donc à vous, si vous voulez essayer, je vous laisse arrêter la vidéo de façon à ce que vous arriviez à faire les valeurs. Et donc au maximum, on peut aller jusqu'à 255 pour ce qui est effectivement d'un octet. Autre exemple, un exemple à coder 102 en 8 bits. Même calcul. Je vous laisserai arrêter la vidéo si nécessaire. D'ailleurs, voilà, vous la voyez pas, c'est 0 qui correspond à 0 fois 1. Et dernier point, une autre méthode possible, c'est la méthode des divisions. Qui vous permet de traduire un nombre décimal en écriture binaire. À vous de jouer. Je vous laisse coder 11 en binaire 4 bits et 214 en binaire 8 bits. Ah yeah, vous avez compris? Sinon, repassez le début de la vidéo. Vous pouvez aussi additionner des nombres binaires. Donc ici, il s'agira d'additionner 1 plus 0, ça fait égal à 1. 1 plus 1, en fait, on change de dizaine, on dirait 1. Donc il va y avoir une retenue.
vous voyez la retenue apparaître. 1 plus 0 plus 0. 1. Ensuite, les suivantes, ça fait 1, 1. De nouveau une retenue. De nouveau une retenue. Et ici. Donc, le codage en binaire permet effectivement des additions, des soustractions et des traductions. Avec un octet, on peut donc décoder 256 valeurs. On a dit alors 255 plus effectivement de 0 à 255, ce qui veut bien dire 256 valeurs. Ces 256 peuvent être découpés de 0 à 255 ou de moins 128 à plus 127 si on place le 0 au milieu. En octet, donc, on peut rajouter en plus un signe. Si on rajoute le signe, le 1 noté à gauche est négatif et le 0 est positif. Et voici deux exemples de 187 et de moins 69 en binaire. Alors, dans l'autre sens, pour convertir en décimale un nombre binaire signé négativement, donc on vous dit qu'il est signé négativement, donc on reconnaît déjà le signe négatif, comme nous venons de le voir. Et ensuite, on reprend le raisonnement. Je dépasse un peu le niveau terminal. Ce qui fait moins 85 au résultat. Alors ensuite, on travaille avec d'autres termes de vocabulaire, comme les kilo-octets, les mégaoctets, les gigaoctets. Le terme kilo veut dire 10 puissance 3, méga 10 puissance 6, giga 10 puissance 9. Bien évidemment, maintenant, vous avez des disques durs en téraoctets. Alors, de comprendre que l'octet, normalement, c'est 10 puissance 3. En fin de compte, puisqu'on avait dit que c'était des puissances de 2, ça fait 2 10 puissance 10. Et là, on voit que les informaticiens parlent en 1024, alors que les mathématiciens parlent en 1000. En d'autres termes, on considère que ces deux valeurs sont presque égales, pour des raisons de simplification de calcul. Ensuite, au système international, on va avoir d'autres manières de désigner effectivement les kilo-octets. Et voici les traductions du point de vue informatique. Alors ensuite, on peut entendre souvent le mot bit. Un bit est un nombre de bits stockés simultanément, donc en informatique c'est ce qu'on appelle un octet. Il existe aussi des mégabits en informatique, notés de cette manière-là. Alors après, il existe une autre base qui est la base hexadécimale. Aux chiffres de 0 à 9, on va rajouter, oh vous l'avez peut-être vu cette base hexadécimale, des lettres, tout à fait. Donc dans ces lettres, on va rejoindre effectivement la traduction. Et l'intérêt, c'est d'avoir en fait plus de valeurs, et ce qui veut dire que pour un nombre, on va avoir plus de facilité à le traduire. Donc ici, on a 3 caractères en lecture décimale, et là on se retrouve qu'avec 2 caractères en hexadécimale, ce qui veut dire qu'il y a moins de caractères présents sur le disque dur. La couleur donc peut être traduite en soit 256 valeurs, soit en hexadécimale. Sur l'hexadécimale, donc on a vu en base 2 l'écriture de 108. Et vous allez voir qu'effectivement le même nombre va s'écrire en hexadécimal beaucoup plus simplement. Alors revenons maintenant à la quantification avec une amplitude, donc on avait dit de 4 bits, c'est-à-dire de 16 valeurs. Donc les valeurs, c'est la manière dont on gradue ici l'axe à gauche. Et plus on a de bits, plus on va avoir de valeurs intermédiaires, et plus on va avoir quelque chose qui va épouser la forme, puisqu'en fait on va pouvoir avoir des valeurs intermédiaires entre la valeur minimale et la valeur maximale. Ceci est dû au fait qu'on a maximisé le nombre de bits. Donc plus le nombre de bits est élevé, plus les valeurs de chaque échantillon du signal numérique seront proches des valeurs du signal analogique. De ce fait, les CD audio, c'est plutôt du 16 bits. Pour avoir de l'image, 24 bits. Téléphonie et radio numérique, c'est donc 8 bits. Donc, des facteurs qui interviennent sur les deux.